Chers amis, chers abonnés, bien le bonjour. Aujourd'hui, on parle du conflit psychique. Alors qu'est-ce que c'est le conflit psychique? Rien ne peut sembler trouver une certaine forme de clairvoyance si on ne tente pas de définir ce qu'est un conflit psychique. Un conflit psychique, c'est lorsqu'un sujet, autrement dit une personne, homme-femme, peu importe, s'oppose à des exigences internes contraires, contradictoires. C'est bien souvent d'ailleurs le conflit, pour résumer, c'est principe de plaisir, principe de réalité, un conflit entre le principe de plaisir, j'ai envie de ça, c'est génial, ça me ferait du bien, et le principe de réalité qui vient dire tu peux le faire, mais ça servira à rien, ou si tu le fais, tu vas te faire plaisir, mais ça va générer des complications. Principe de plaisir, principe de réalité, une source de conflit absolument considérable. Et c'est contradictoire. Le conflit, c'est toujours en lien avec des éléments contradictoires, opposés. Il y a deux pôles qui poussent, qui produisent une poussée, une force identique, et donc effectivement imaginez la dualité, le choc des titans entre les deux. Voilà. Et ça, quand ça pousse, c'est extrêmement compliqué à gérer. Le conflit, c'est quelque chose qui est compliqué pour l'être humain. Certes nécessaire, certes structurant, mais certes potentiellement traumatisant, certes laissant des traces, bien évidemment, mais néanmoins structurant, se voulant à la base structurant. Mais parfois, bien évidemment, ce qui se voudrait structurant peut devenir effectivement créer du déficit, du traumatisme, et j'en passe. Alors le conflit psychique, effectivement, il déclenche chez l'être humain qui le vit de l'agressivité, des troubles du comportement, de l'irritabilité, des symptômes qui révèlent la présence de ce conflit, conscient ou inconscient. Il le révèle. L'être humain est à ce moment-là face à un conflit psychique qu'il a à régler, qu'il a à constater, à comprendre et potentiellement, et c'est souhaitable, à régler. On peut parler des conflits internes dans un premier temps, endogènes, stricto sensu personnels, polymorphes, c'est multiforme, c'est une contradiction entre des pensées, entre des actions, une idée dit d'aller dans ce sens-là ou de faire ça, et une autre idée dit de faire autre chose, préconise de faire autre chose, il y a un conflit, l'envie d'agir de telle ou telle manière et l'interdit, l'impossibilité dit, impose de fonctionner d'une autre manière, tout ça génère, suscite du conflit. Bien évidemment de la frustration, d'accord, mais surtout du conflit. La frustration, en règle générale, pointe souvent le bout de son nez quand un être humain est surtout dans une forme d'impossibilité. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une partie d'un des deux pôles, d'une des deux instances, qui souhaite la résultante de quelque chose qui va être mise de côté, mise à l'écart, en tout cas pas réalisable à ce moment-là. C'est ça, effectivement, qui va, dans un deuxième temps, si je puis dire, générer l'apparition de ce sentiment, de cette émotion qu'est la frustration. C'est parce que un des pôles, un des souhaits que l'être humain peut avoir, à un moment donné, dans une situation donnée, ne peut pas se concrétiser. Il est contrecarré, il est bloqué, il est stoppé, il est entravé. Donc, forcément, il y a ce constat-là qui vient générer la frustration. J'en ai fait une vidéo, allez la visionner, vous verrez, façon de parler, c'est tout à fait intéressant. Mais là, je ne veux pas parler de ça parce que c'est pas le sujet du jour. La culpabilité, j'en ai pas parlé, à tort, elle est souvent le fruit d'un conflit. Soit vous avez choisi un pôle qui s'est imposé, ou vous avez imposé, mais il y a un regret qui se met en place, il y a des complications, donc la culpabilité se met en place. À vouloir sortir du conflit, des fois ça génère d'autres problématiques, et notamment la culpabilité. Le regret, le remords, pourquoi j'ai agi comme ci, comme ça. L'origine de tout ça, le conflit psychique. Le conflit interne, il peut être entre deux sentiments, tout à fait contradictoires, amour et haine, par exemple. Voilà, une part d'amour, d'affectivité débordante, et en même temps la haine que les choses ne se déroulent pas comme ça, ou ne se déroulent plus comme ça, ou de ne pas recevoir ce qu'on attendait. Voilà, tout ça est tout à fait possible. Regardez par exemple les phases de deuil par rapport à un ex, quand il y a une rupture, vous basculez en quelques secondes, parfois en quelques minutes ou en quelques jours, et ça tourne constamment, bien évidemment, entre amour et haine pour l'ex, qui est parti avec
avec quelqu'un d'autre, ou qui vous a quitté, ou que vous avez quitté, c'est un petit peu différent. Ça travaille, ça opère, mais ça opère différemment en fonction de la posture. On en a souvent parlé sur cette chaîne. Ça n'opère pas de la même manière. Les leviers ne sont pas les mêmes, les pensées ne sont pas les mêmes, les ressentis ne sont pas les mêmes. À situation différente, levier, ressenti, modalité de fonctionnement et de pensée différents. Soyons tout à fait d'accord là-dessus. Les pensées, c'est donc un conflit interne entre deux éléments contradictoires, notamment donc amour et haine, notamment, voilà, espérance et déception, voilà, tout ça est tout à fait possible. Voilà, tout ça génère du conflit, un désaccord, un hiatus, une zone où effectivement on ne sait plus. Parce que vous pensez bien que le conflit, c'est quelque chose qui construit l'être humain. C'est pas agréable, mais on est confronté toute une vie à la notion de conflit. Pas tous les jours, mais régulièrement. Et notamment l'apprentissage de la petite enfance, de la jeunesse, et ainsi de suite, nous renvoie souvent à des conflits, à des éléments contradictoires. Le rapport à un parent, un conflit enfant ou ado avec le parent en général aimé, pas toujours aimant, mais aimé, mais effectivement être très en colère contre lui, le parent, parce qu'il a pris une décision qui ne vous arrangeait pas, parce qu'il vous prive de quelque chose, parce qu'il vous sanctionne de quelque chose, parce qu'il vous impose quelque chose. Vous êtes en conflit interne, certes un conflit avec l'autre, donc un double conflit, une espèce de double peine en fait d'une certaine manière, mais un double conflit, mais en tout cas initialement un conflit interne avec l'amour que vous portez à un des deux parents, mais néanmoins concomitamment à la colère que son attitude est capable de susciter. C'est un véritable conflit entre deux sentiments, deux émotions extrêmement forts, la colère, le désappointement et l'amour d'un autre. Et donc effectivement, comment on résout ça ? En tout cas, l'être humain est un être qui se construit dans le conflit, notamment. J'ai presque envie de dire, il est fondamental, en tout cas, il est un élément fondateur de la nature humaine, de l'être humain. Ça le constitue, ça le formate, d'ailleurs d'une certaine manière. Ça dépend de ce qui se passe, comment ça se passe, comment vous résolvez vos conflits, comment sont résolus les conflits que vous avez rencontrés. C'est ça. N'oubliez pas ou apprenez. Certes donc, on l'a vu, l'être humain se construit notamment au travers de ces phases de conflit, internes ou externes. Tout ça, ça laisse des traces, vous pensez bien. Le conflit, il est un élément structurant de la vie de l'être humain. Ça n'en fait pas pour autant, on ne peut pas considérer que la structure d'un être humain, trois sont particulièrement connus, la névrose, la perversion et la psychose, on ne peut pas résumer la constitution de ces trois structures simplement sur le prisme du conflit. Ça, c'est pas possible. Ça serait une erreur terrible. On ferait fi d'éléments absolument notoires qu'on ne peut pas négliger compte tenu de ce que ça va susciter, générer, c'est-à-dire la structuration d'une vie psychique, psycho-affectivo-émotionnelle, bien évidemment, et ça, on ne peut pas regarder que les conflits. Ça, je rentre en ligne de compte, mais on ne peut pas résumer à ça. C'est capital, c'est un prisme, c'est un élément fondamental, mais parmi tant d'autres, hein, notamment le narcissisme, l'affectivité, la structure des interdits sociaux, et ainsi de suite, voilà, des règles d'usage, voilà, la libido, voilà, il y a énormément de choses qui vont constituer la vie psychique de l'être humain. C'est vrai que bien souvent, le névrosé, la structure névrotique, va être particulièrement représentée à cette notion du conflit. Toutes les structures qui existent, perversion, psychose, névrose, les trois, forcément, tous les êtres humains qui sont passés par la petite enfance et ainsi de suite, donc l'élaboration de la vie psychique de l'être humain qui le sont, effectivement ont rencontré du conflit. Donc les phases de conflit sont des phases très importantes, lesquelles, comment vont-ils se résoudre et qu'est-ce que ça va déterminer? C'est un élément parmi tant d'autres, ça a été dit, je le redis, c'est pour être sûr que vous saisissiez parfaitement bien ce genre de choses. Néanmoins, le névrosé, il est fortement constitué par les conflits qu'il a rencontrés et par surtout les alternatives qu'il a trouvées. Vous pensez bien que le conflit, qu'il soit inconscient, interne, conscient, a fortiori préconscient, mais on va surtout dire conscient,
ou est externe, donc conscient en règle générale. Quand vous embrouillez avec quelqu'un, vous êtes au courant, hein, on est bien d'accord, voilà. Et si vous-même vous tentez de faire fi de ça, l'autre viendra se rappeler à votre bon souvenir pour vous rappeler que vous êtes très embrouillés tous les deux. Bon, donc faites confiance à votre état de conscience quand vous êtes en petite brouille ou en grosse brouille avec quelqu'un. Bon. Et c'est un conflit. Avec tout un tas d'idées qui passent par votre tête et qui sont elles-mêmes contradictoires. J'ai envie de faire ci, non, faut pas que je fasse ça, j'aimerais faire ci, et ainsi de suite, pétage de plomb et compagnie, spontanéité, à ne pas faire, bien souvent, dans la plupart des cas, puisque ça se retourne contre les personnes qui seraient plutôt spontanées, un peu trop spontanées, on est bien d'accord, qui n'auraient pas bien évalué le risque de fonctionner de telle ou telle manière. Bon, j'en passe et des meilleurs, c'est pas de ça dont je vous parle, mais vous pensez bien que forcément, votre souhait va se diriger d'un côté quand c'est conscient, quand le conflit, quand la connaissance de ces deux instances qui poussent à forces égales, quand vous êtes conscient de ça, vous aurez toujours tendance à aller du côté de ce qui vous semble porteur. Nous sommes d'accord. Mais tous les conflits internes, tous les conflits psychiques ne sont pas conscients. Non. Certains conflits échappent à votre conscience, ou on finit par échapper à votre conscience, à partir du moment où il y a un état de tension, un état de conflit psychique. On parle de la vie psychique, hein, les amis, depuis tout à l'heure. Hein. À partir du moment où il y a ça, vous pensez bien que si tant est, alors quand c'est pas conscient, ça se fait malgré vous, mais justement, je vais y venir, il n'y a pas de conflit sans que la vie psychique, avec ses petits outils ou ses grands outils, ça dépend dans quel sens on se place, elle va tenter elle-même d'y trouver des alternatives, une cessation à ce conflit. Quand on parlait de conscient et inconscient tout à l'heure, on est déjà presque à la limite dans des mécanismes de défense. Si le conflit n'est pas conscient, c'est peut-être que parce que justement, ça échappe. Alors est-ce que ça a été conscient que ça ne l'est plus, donc ça a été refoulé? Mais c'est quoi le refoulement? C'est un mécanisme de défense. Autrement dit, le conflit, il est générateur de la mise en œuvre de la mécanique de défense. Les fameuses défenses psychonévrotiques. C'est pour ça que je vous dis que la constitution du névrosé repose particulièrement, mais pas que, sur la notion de conflit et de gestion du conflit, avec effectivement toutes les alternatives possibles des modalités d'arrangement avec le conflit. C'est ça qui est vachement intéressant. Donc la mécanique, les mécanismes de défense, je ferai une vidéo, il y a encore de nouveau un abonné il n'y a pas très longtemps, merci à lui, qui m'a dit mais faites une vidéo sur les mécanismes de défense. Mais c'est un mastodonte les amis bien évidemment. Alors j'essaierai de faire court, simple, ce que je ne sais pas faire, nous sommes d'accord là-dessus. Mais bon j'essaierai, hein, c'est pas parce qu'on sait pas faire un truc qu'il faut pas néanmoins essayer de le faire. Hein, c'est ça l'avenir, c'est comment effectivement je pourrais améliorer ce que je ne sais pas faire, ou pas bien faire. C'est ça qui donne du sens à l'existence. Bien sûr, c'est pas le constat de ce que l'on ne sait pas faire, c'est comment essayer effectivement d'améliorer ce qu'on ne sait pas faire. C'est ça qui est intéressant. Donc sur la base d'un constat, il y a toujours quelque chose à faire. Bon. Quels sont les moyens qu'on va se donner pour améliorer ce quelque chose? C'est une grande question, c'est de la casuistique, c'est de la subjectivité, c'est propre à chacun. Donc, les mécanismes de défense psychonévrotique, le refoulement, le déni, la condensation, le déplacement, l'idéalisation, j'en passe et des meilleurs, j'en ferai une vidéo, je peux pas teaser la future vidéo. Mais je ferai une vidéo là-dessus, ne vous inquiétez pas. N'étiez pas inquiets, donc je sais même pas pourquoi je vous dis ça. Mais faites-moi confiance, plutôt, on va dire ça comme ça. Voilà, c'est mieux, c'est plus positif, c'est plus porteur. Le mot inquiétude génère de l'inquiétude. Confiance génère de la confiance, suscite de la confiance. Donc c'est nettement plus positif. Les mots ont un sens et vous avez vu, la manière dont les deux phrases sont formulées, ne vous inquiétez pas, n'est absolument pas synonyme de faites-moi confiance. Nous sommes d'accord, j'ose l'espérer là-dessus. J'ai Freud à côté de moi aujourd'hui, je peux pas déconner, je suis sous contrôle d'une certaine manière, je suis sous supervision. Qu'est-ce que le conflit, et ça reste aussi un élément psychonévrotique, notamment, c'est le symptôme, c'est la formation du symptôme. Le symptôme peut être tout à fait révélateur d'un conflit, inconscient ou conscient. Ça peut être un conflit de désir, ou un conflit entre le désir et un interdit, ça peut être pulsionnel, ça peut être libidinal, tout ça est extrêmement complexe, conscient ou pas, conscient puis
plus conscient, donc refoulé, voire dénié, oui mais, point de suspension, oui mais, ok c'est là, mais on peut lui trouver une lecture alternative, on peut effectivement ne pas cristalliser dessus, broder dessus, oui mais, point de suspension, le déni. Et autre mécanisme, donc le symptôme, il est un élément qui vient en général sous-entendre qu'il y a en dessous, mais de manière non apparente, en mode sous-marin. Tu sais pas qu'il y a un sous-marin sous l'eau, tu le vois pas, donc tu le sais pas. Et pourtant, ça n'empêche pas qu'il n'y en ait pas un. Voilà. Bon, c'est une métaphore les amis, hein, voilà. C'est pas pour revenir dans des trucs maritimes. Je sais que je suis accro à tout ce qui est maritime, langage maritime. On l'a vu, on l'a dit, le conflit est constitutif de l'être humain, de la nature humaine, de la vie psychique humaine. Un conflit psychologique, psychique, c'est interne, c'est-à-dire que c'est à l'intérieur de soi. On peut être en conflit avec quelqu'un aussi, hein, donc c'est externe. Hein. Enfin, il y a une partie interne, le conflit est avec vous, mais on peut être en conflit avec quelqu'un, et ça c'est extérieur à vous. Il ne faut pas redouter le conflit, il ne faut pas aller le chercher. Vous verrez effectivement qu'il y a des personnes qui recherchent le conflit, bien souvent parce qu'elles sont elles-mêmes en conflit. Et bloquées dans leur conflit, elles cherchent peut-être une alternative, une résultante, une réparation, une compréhension, une amélioration, une réactivation, une réitération de leur propre conflit. Le rapport à l'autre n'est que ni plus ni moins le reliquat, le substrat du rapport qu'on entretient à soi-même, les amis. C'est ça qu'il faut comprendre. Et vous le savez, ça. Le tout, c'est de garder ça de côté, de le prendre en ligne de compte et d'évaluer vos propres comportements et d'essayer de saisir, en tant que faire se peut, à quoi correspondent-ils. Vous pensez bien, et c'est pour ça qu'il y a des psys notamment, vous pensez bien que le conflit n'est pas toujours apparent. Contre quoi vous luttez, votre conflit n'est pas apparent. Vous pouvez d'ailleurs croire que vous l'avez résolu, or, pas forcément. Arrangement avec le conflit. Vous pensez bien que la chaîne des conflits, du conflit psychique, c'est la chaîne des conflits. Vous pensez bien qu'un conflit que vous rencontrez ou que vous avez rencontré, c'est un maillon de cette chaîne. Le propre d'une chaîne, c'est que les maillons, ils sont noués les uns avec les autres. Et ils font appel fondamentalement à ceux qui étaient là précédemment et ceux qui seront là par la suite. C'est tout ça qu'il faut arriver à comprendre. Le conflit réactive le conflit. Et la manière dont vous vous en êtes dédouané, débarrassé. Donc des fois le conflit il peut être très problématique pour certaines personnes parce que pourrait sous-entendre, de nouveau, attention, voilà une mécanique qui se présente et la fois d'avant ça a été extrêmement complexe. J'ai pas bien su faire, j'ai tergiversé, j'ai tâtonné, je me suis arrangé, j'ai envoyé la balle en touche et j'ai pas envie que ça recommence, d'où l'angoisse que pourrait susciter l'apparition d'un conflit. Soit avec quelqu'un, soit avec soi-même. Qu'il y ait des conflits avec les personnes, c'est pas souhaitable. Mais ça fait partie de la vie relationnelle. Il y a déjà du conflit avec soi-même. Donc du conflit avec l'autre, j'ai presque envie de dire, quelque part, c'est normal. C'est pas le problème. C'est quel est ce conflit-là. Et quelle est l'alternative qu'on va essayer de trouver ensemble. Et d'une vis-à-vis de soi-même, comment j'accueille le conflit que je vis avec l'autre, et comment je vais aussi amener l'autre à ma vision, à moi des choses, pour que lui aussi prenne en considération un certain nombre d'éléments. Et ensuite, à la mesure de cette résultante, ou de ce partage, de cet échange, effectivement, le conflit peut s'estomper, s'amoindrir, s'amenuire. On parlait des conflits internes tout à l'heure, il peut y avoir des conflits, je ne voudrais pas faire trop de théorico-théorique. Il y a des conflits entre instances, hein, le moi, le ça, le surmoi, c'est possible. Entre les instances, hein, voilà, le ça qui veut effectivement, pulsionnellement parlant, vivre quelque chose de fort, et le surmoi qui aurait tendance à l'interdire, voilà, et le surmoi aura toujours tendance à vouloir prendre le dessus et à éradiquer l'aspect pulsionnel, avec la frustration que ça peut générer, les symptômes que ça peut générer, et ainsi de suite. Donc il y a des conflits d'instances à l'intérieur de soi, interne, conflit interne, mais il y a aussi des conflits à l'intérieur de l'instance. Il peut y avoir un conflit dans l'instance du moi, il peut y avoir un conflit dans l'instance du ça, il peut y avoir un conflit entre les pulsions, il peut y avoir un conflit dans l'instance du surmoi. J'espère vous avoir intéressé. C'était génial, un peu de théorico-clinique d'ailleurs plus précisément, plus de la théorie pour de la théorie, en lien avec des situations cliniques, du relationnel. Il y a le fameux pont là, hein, du jeudi de l'Ascension, tout ça, là, voilà le grand pont là, pendant 5 jours il se passe rien. Voilà, on se verra pas cette semaine-là, on se verra la semaine d'après. Donc le 17 mai je crois. À très bientôt chers amis.